bonsoir. Amayad, le Dalai Lama est à Paris aujourd'hui. Il n'y a aucun responsable politique de haut rang qui veut le rencontrer. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression de revivre la même chose qu'il y a quelques années, où effectivement, c'est courage fuyons. Et les responsables actuels qui, moi, je me rappelle à l'époque, lançaient des cris d'orfraie parce que Nicolas Sarkozy ne les avait pas reçus, n'avait pas reçu le Dalai Lama. Et les mêmes aujourd'hui manquent totalement de courage et font preuve d'une très grande lâcheté. Vous savez, le Dalai Lama, c'est un homme âgé de 81 ans. Deuxièmement, il est malade, il a un cancer. C'est un homme qui n'a qu'une fonction spirituelle désormais. C'est quelqu'un qui a été reçu par Angela Merkel et par Barack Obama, qui n'ont donc pas craint pour les contrats avec les Chinois. Ça veut dire quoi? Qu'on a peur, on est trop peureux, trop couard? Mais bien sûr, parce que ça, c'est le signe d'un affaiblissement de la France sur la scène internationale. Quand on n'a pas les moyens de ses convictions, c'est qu'on n'est plus un grand pays. Et je le regrette profondément. Et c'est précisément moi ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve une France grande, forte, qui s'exprime, qui incarne la singularité. Vous iriez voir le Dalai Lama, même élu président, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Bien sûr, c'est un prix Nobel de la paix, oui, depuis 1989. Et si les Chinois coupent toutes les commandes publiques? Attendez, les Chinois, vous croyez qu'ils ont coupé les commandes publiques des États-Unis et de l'Allemagne? Ils sont peut-être plus puissants que nous. Ah ben voilà, alors faut négocier. c'est qu'il faut que nous retrouvions notre puissance. La France n'a pas vocation à être une puissance moyenne, ni une puissance intermédiaire, mais une puissance d'influence. Il doit être à la hauteur de son rang et de sa singularité. Moi, je ne conçois la France que grande. Et donc, quand elle s'agenouille ainsi, quand elle ne dit rien au monde, eh bien, elle n'est pas intéressante, elle est faible. Il y a une réalité. Nos fleurons industriels qui tombent les uns après les autres. Aujourd'hui, on parle encore d'Alstom, le site de Belfort. François Hollande a dit d'ailleurs qu'il voulait le sauver, ce site. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est un mensonge d'État qui est en train de s'organiser. Vous savez, je n'ai pas l'habitude, pour des raisons de carrière, de mentir aux Français. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'il ne sauvera rien du tout. C'est qu'il mettra des pansements quelque temps. Comme Nicolas Sarkozy à l'époque, vous diriez, c'est la même chose? Il avait déjà sauvé Alstom. Manifestement, pas encore, puisque c'était reparti en 2004, 10 ans après, c'était à nouveau la crise, et aujourd'hui encore, c'est à nouveau la crise. Mais il faut quand même savoir que l'État ne pèse pas grand-chose dans cette affaire. Qu'on va faire semblant de sauver les salariés d'Alstom, du site de Belfort, mais on va payer pendant des années les conséquences de cette décision. Vous voulez dire qu'on va déplacer le problème, par exemple, sur la SNCF? Exactement, la SNCF, on va lui demander, on va forcer la SNCF à commander des TGV dont il n'a pas besoin, alors qu'il est déjà en difficulté financière. Tout ça pour passer le cap des élections? Et vous savez ce qu'on va faire? On va mettre en danger les 32 000 autres salariés d'Alstom. C'est ça le problème. Tout ça pour des raisons politiciennes et pas pour des raisons économiques. Et le signal qu'on envoie aux investisseurs français comme étrangers, c'est de dire l'État peut, à n'importe quel moment, imposer des décisions clientélistes et politiques à la place de décisions économiques. C'est ça qui est grave. Vous parlez comme si vous n'aviez jamais été au gouvernement. Est-ce que vous faites une différence aujourd'hui, que ce soit sur ces affaires de Dalai Lama, de politique étrangère ou sur ces affaires économiques avec Alstom? Est-ce que vous faites une différence entre la politique de Nicolas Sarkozy à l'époque et celle de François Hollande? J'ai été au gouvernement, j'ai rencontré le Dalai Lama. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a été un bras de fer très très difficile avec les autorités chinoises. Et je l'ai fait. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'évidemment, derrière, on le paye. On le paye politiquement. Aujourd'hui, ce qui manque aux hommes politiques, c'est le courage. C'est-à-dire qu'ils vivent de la politique, c'est leur gagne-pain. Et donc, ils n'osent rien faire, rien dire. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Alstom, ça relève de la même logique clientéliste qui va nous coûter très cher. Ce sont les autres salariés d'Alstom qui vont le payer. Ils sont 32 000. Ce sont les futurs investisseurs sur le territoire français qui vont le payer. Et en plus, les salariés du site de Belfort, on va leur faire croire qu'ils gardent leur emploi. Mais c'est pas vrai. Dans quelques mois ou dans quelques années, ils vont le perdre à nouveau. Et à ce moment-là, François Hollande, il ne sera plus là. Et donc, c'est pour ça qu'il s'en fout. Donc, je propose aujourd'hui, plutôt qu'on se concentre sur la reconversion, sur la mobilité des salariés, qu'on arrête de faire croire, comme avec Florange, qu'on va sauver, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Un mot sur la phrase de Nicolas Sarkozy ce soir en meeting à Provins. Il a dit que sa campagne se placerait sur le thème de l'identité. Regardez ce qu'il dit ce soir. Le général de Gaulle ne se serait pas caché derrière l'état de droit ou une fallacieuse conception de la démocratie pour ne rien faire. C'est une réponse à François Hollande qui, vous l'avez compris, a décidé qu'il serait le défenseur de l'état de droit dans ce débat entre liberté et sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Mais vous fait trop parler le général? Oui, on dirait que c'est... Ça vous fait mal à la tête. Vous tenez la tête, vous vous prenez la tête. C'est la victoire à tout prix, donc on dit tout ce qu'il faut dire pour gagner. C'est ça que vous voyez? Mais c'est ce que je vois de Alstom à ce que vous venez d'exprimer, c'est la même logique.
clientéliste. Je vais vous dire, on ne peut pas jeter l'état de droit aux orties. C'est juste 2 siècles de construction historique et culturelle. Et la France en a vu d'autres. Et elle parviendra à surmonter ces difficultés. Moi, ce que je voudrais, et c'est ce que je porte, c'est un projet de réconciliation nationale. Et deuxièmement... Pour vous, ça c'est populiste comme phrase, si on met des mots dessus, puisque c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est dangereux et ça ne sert à rien. C'est ça que je voudrais que... On a l'impression que certains ont envie de dire aux Français, disent aux Français ce qu'ils pensent qu'ils ont envie d'entendre. Donc, il s'assoit sur tout, les principes, les valeurs du Dalai Lama, Alstom, en passant par l'état de droit. Tout ça, c'est la même logique d'une classe politique qui est complètement... qui sait qu'elle est disqualifiée aux yeux de l'opinion. C'était déjà comme ça en 2007, vous y croyiez à l'époque? Vous écoutiez Nicolas Sarkozy quand il disait ce genre de phrases. La différence, c'est qu'en 2007, Nicolas Sarkozy n'était pas encore président et il est devenu président pour la première fois. Là, la seule chose que les gens se disent en écoutant ce genre de choses, c'est pourquoi il va faire demain ce qu'il n'a pas déjà fait quand il était président. Mais vous, les gens se disent qu'ils veulent. Mais vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, je le connais trop, c'est bon, là il fait de la démagogie, il a juste envie d'être réélu, c'est ça qu'il est en train de se dire? Mais ce que je trouve que ce n'est pas une réponse. Regardez, on est bien d'accord sur le fait qu'il faut répondre au désir de protection, c'est même une obligation de l'État des Français par rapport aux attaques terroristes. Moi, je me pose des questions sur pourquoi il y a tant de fichiers S qui se baladent dans la nature. Je me demande pourquoi on met un bracelet électronique à un type qui, quelques heures après, va égorger un prêtre. Je me pose la question de savoir pourquoi dans nos prisons, on veut entasser lui aussi, et il dit à un moment donné, quand ils sont trop dangereux, il faut un centre de rétention administrative en dehors, avant la décision judiciaire. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que, attendez, notre état de droit est mis à rude épreuve, c'est certain. Mais on ne peut pas jeter cela aux orties, parce que c'est notre héritage, c'est notre acte de résistance, c'est ce qui fera notre avenir. Ce que je dis simplement, c'est que la loi doit s'appliquer. Il n'est pas normal que le terroriste qui a tué 2 policiers à Magnanville, au lieu de faire 10 ans, en ait fait que 3. Tout le monde est d'accord avec ça. Quand vous dites que c'est pas normal et quand vous dites que Nicolas Sarkozy fait de la démagogie, c'est quoi la voie au milieu alors? La voie, c'est la justice déjà. Ça fonctionne pas, Ramayad, vous avez bien vu? Puisque vous êtes en train de citer des cas que vous ne trouvez pas normal. Justement, la justice, elle répond à des lois qu'il faut donc appliquer. Et si ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que c'est du droit pénal et que le droit pénal ne s'applique pas aux terroristes. Ils y vont pour mourir. Donc c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, aller sur le terrain des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, donc ce soit passible de la Cour pénale internationale. Et s'il faut rester sur le territoire national, je souhaite qu'on réactive la Cour de sûreté, qui a été créée par le général de Gaulle en 1903 et qui a été supprimée en 1981. Ce n'est pas une proposition de Nicolas Sarkozy, puisque je l'ai faite bien avant qu'il ne se déclare lui-même. Dernière question, Maurice Leroy, votre ancien collègue centriste, dit aujourd'hui, il est porte-parole de Nicolas Sarkozy, ça quand même il faut préciser, Juppé à l'Élysée, c'est Marine Le Pen dans 5 ans au pouvoir. Je ne peux vraiment pas commenter les petites phrases des uns. Ça vous intéresse plus, Ramayad? Non, vous n'êtes plus là-dedans, c'est fini? Non, mais mon quotidien, vous savez de quoi il est fait? De rencontres avec des élus locaux dans tous les villages. De récupérer des parrainages pour la présidentielle? Et non, parce qu'on me dit... Vous les avez d'ailleurs? Ce qui est intéressant... Vous les avez, vos parrainages? Évidemment pas encore, puisque c'est en mars. Combien vous en avez? C'est en mars. Je suis en train d'approcher la moitié, c'est ce que je dis depuis 2 semaines, puisque c'est la vérité. Vous irez jusqu'au bout? Ça dépend des élus locaux, mais ma détermination est forte et je fais les choses par ordre. C'est-à-dire, cette campagne auprès des élus locaux, c'est essentiel d'être parrainé par 500 maires, par exemple, pour être candidat à la présidentielle. Et puis ensuite, devant les Français, à travers des propositions. Mais je voudrais vous dire, ils jouent tous avec Marine Le Pen. Ils jouent tous avec elle. Ils n'ont qu'un seul rêve, c'est qu'elle soit au deuxième tour de l'élection présidentielle 2017, pour que le type qui est en face, parce qu'il pense nécessairement que ce sera un homme, eh bien, sans effort, sans projet, sans rien, il sera automatiquement élu. Et donc, il faut faire la surprise. Moi, je veux être la surprise de cette élection. Et donc, je peux parier que le troisième homme peut être une femme et pas celle qu'on craint. Et je ne voudrais pas que Marine Le Pen soit un instrument avec laquelle on joue par rapport à notre démocratie.